Sous le soleil de plomb de l'Ouest américain, une mère célibataire serrait son fils de 8 ans contre elle alors qu'il cherchait son souffle sur le bord de la route. Il venait d'être battu et jeté comme des ordures par la famille de son mari. Personne ne s'arrêtait, personne ne s'en souciait. La mort n'était qu'un battement de cœur. Mais alors, un inconnu s'est arrêté et a dit « Certains meurent à l'ombre, d'autres survivent comme s'ils brûlaient vifs sous le soleil. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le long d'une étendue déserte d'une autoroute fédérale dans l'Ouest américain, sans station-service ni maison en vue, sous la chaleur estivale la plus impitoyable, une mère et son enfant gisaient, effondrés au bord de la route. Personne ne s'arrêtait, personne ne faisait demi-tour. Seul le vent soulevait la poussière rouge et un appel à l'aide, faible comme un murmure, se perdait dans le sable. Le soleil de l'Ouest s'abattait comme une punition, les températures grimpaient au-delà de 100 degrés Fahrenheit, environ 38 degrés Celsius, faisant fondre l'asphalte sous chaque pneu qui passait. Pas d'ombre, pas d'auvent, juste de la terre, du gravier et des vents secs soulevant la poussière. Sur le bas-côté d'une route secondaire tranquille menant du domaine Whitmore à l'autoroute, loin de tout quartier principal, Clara Bennett gisait affalée sur le sol avec son fils. Sa robe de coton était déchirée aux genoux, ses cheveux emmêlés, sa peau brûlée par le soleil pelant, du sang maculait son front. Elle serrait fort Elliot, 8 ans, inconscient, son bras enflé et séché par le sang. À côté d'eux, un sac en tissu en lambeaux et une bouteille d'eau presque vide. Pas d'ambulance, pas de téléphone. Personne ne passait, seulement le chant des cigales et cette chaleur qui vous coupe le souffle. Clara murmura, sa voix rauque et faiblissante, « Elliot, réveille-toi. S'il te plaît, ne me fais pas peur, je t'en supplie. » Il ne répondit pas. Ses lèvres étaient bleues. Sa petite main agrippait encore le PN de sa robe, comme si, quelque part au fond de lui, il s'accrochait encore à l'espoir. Derrière une clôture en fer forgé, à travers la vitre teintée du salon du rez-de-chaussée du domaine Whitmore, Béatrice Whitmore observait. Amie d'enfance de feu Charles Whitmore, l'homme dont la famille l'avait traitée comme l'une des leurs. Elle portait une robe blanche immaculée et tenait un verre de thé glacé. Son expression n'était ni coléreuse ni sympathique, juste froide, comme les glaçons qui teintaient dans son verre. « Elle n'a plus sa place ici », dit une voix d'homme derrière la vitre. C'était Percy Langston, l'ami le plus proche de Charles et le conseiller financier de la famille Whitmore. Non loin du portail automatique qui venait de se refermer à clé, Clara était assise sur le trottoir, tenant son enfant. Elle ne leva pas les yeux, se contentant de serrer son fils plus fort, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse lui aussi de ses bras. Sur le sol brûlé où les cigales stridulaient comme des violons brisés, son cœur tremblait pour la seule chose qui lui restait, Elliot. Tout le reste, les accusations, le jugement, le manoir dans son dos, ne signifiait plus rien. Si elle pouvait sauver son fils, elle pourrait tout endurer. Et juste au moment où tout espoir s'était flétri, écrasé par la cruauté et le silence, un véhicule ralentit et s'arrêta. À partir de cet instant, l'histoire prit une direction différente. Non pas grâce à un miracle, mais parce qu'un inconnu décida de s'arrêter. Le moteur tout sauta sous le soleil écrasant. Une Ford F-150 grise argentée et poussiéreuse s'immobilisa lentement sur le bord de la route. L'homme au volant baissa la vitre, plissant les yeux face à la chaleur. Il ne s'arrêta pas par pitié, mais parce que quelque chose au fond de sa poitrine se serra, un souvenir. Silas Whitmore, 41 ans, était un millionnaire reclus. Il possédait des centaines d'hectares de terres agricoles et détenait des parts dans plusieurs grandes entreprises agricoles de l'Ouest. Après avoir perdu sa femme et sa fille dans l'incendie de leur maison, il s'était retiré de la société, choisissant une vie de solitude dans un ranch isolé en périphérie de la ville. Il évitait les gens et les questions. Puis il la vit. Une femme épuisée, berçant un enfant inconscient. Leurs regards se croisèrent, méfiants, féroces, inflexibles. Elle ressemblait à une louve blessée, prête à mordre quiconque s'approcherait trop. Silas sortit du camion, gardant une distance respectueuse. Il s'accroupit légèrement, sans bouger. De sa voix calme et honnête, le garçon a de la fièvre. J'ai de l'eau et un camion. Laissez-moi vous aider. Clara leva les yeux, son regard vacillant. Elle n'avait plus la force de résister. Non pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Sa main agrippait toujours son fils, mais cette fois, elle ne se déroba pas. Je ne vous toucherai ni l'un ni l'autre, dit Silas, mais il brûle. J'ai de l'eau, un camion, et je connais un médecin. Laissez-moi vous emmener. Il ne s'approcha pas. Au lieu de cela, il ouvrit une bouteille d'eau, la posa par terre à quelques mètres, puis recula.
Ce geste prit Clara au dépourvu. Personne du domaine Whitmore n'avait jamais rien fait de tel. Personne n'avait même jamais demandé. Clara baissa les yeux sur Elliot. Ses lèvres gerçaient, sa respiration faible. Elle savait que s'ils attendaient une minute de plus, elle pourrait le perdre. Les larmes montèrent à ses yeux, puis elle hocha la tête. Ce n'était pas un signe de confiance, c'était un signe de reddition. À l'intérieur du camion, à l'habitacle sobre, flottait une odeur de vieux cuir et d'antiseptique. Elliot gisait, inerte, sur la banquette arrière. Clara soutenait sa tête sur ses genoux, épongeant doucement sa sueur avec un linge humide que Silas lui avait donné. Elle ne dit pas un mot, ne demanda pas son nom. Dans le rétroviseur, Silas observait le garçon et sa mère apparaître et disparaître dans le reflet. Un souvenir refit surface, les yeux de sa fille au milieu d'une fumée épaisse et suffocante. « Les dispensaires de la ville sont fermés cet après-midi, dit-il calmement, mais je connais quelqu'un. Un ancien médecin militaire. Il viendra. » Clara resta silencieuse, mais cette fois, il n'y avait plus de peur dans ses yeux, juste de l'épuisement et quelque chose de faible mais réel, de la gratitude. Le camion tourna sur un chemin poussiéreux qui serpentait jusqu'au sommet d'une colline. L'odeur d'herbe sèche se mêlait au son lointain des chevaux, comme le seuil d'un monde intact, calme, peu habitué aux étrangers. Le ranch apparut, des clôtures en bois blanc, une maison en briques de 3 étages, vieillie par le temps, mais fière et bien entretenue. Centenaire, mais toujours debout. Clara se réveilla sur le siège passager du camion, hébétée et groggy, réalisant qu'elle n'était plus au bord de la route. La panique la submergea. « Où est Elliot » halta-t-elle. « Dans la chambre du fond, en sécurité, on s'occupe de lui » vint la voix de Silas depuis la cuisine. Elle se précipita vers la chambre d'amis en bois et trouva Elliot allongé dans le lit, un linge humide sur le front, son bras bandé. Sur la table de nuit, un verre d'eau et un mot manuscrit, « Reposez-vous. » Ne vous inquiétez pas. Clara resta immobile, abasourdie. Personne n'avait jamais été doux avec elle comme ça. Pas avec des mots, pas avec des questions, juste du respect. Elle recula, s'appuya contre le mur et se laissa glisser jusqu'au sol. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit de respirer. Dans la cuisine, Silas était seul. Il n'était pas du genre à s'occuper des autres. Mais de la fenêtre, il avait tout vu, comment Clara éponguait le front de son fils, changeait le linge, écrasait les pilules comme si elle tenait le monde entier entre ses mains. Ce n'était pas donné à tout le monde d'être une mère ainsi. Il versa un autre verre d'eau, puis se détourna. Mais quelque chose en lui avait changé. Il ne connaissait même pas son nom de famille, mais peut-être, juste peut-être, le destin préparait quelque chose qu'aucun d'eux n'anticipait. Après tout, sauver quelqu'un du soleil ne signifie pas que l'on a guéri ce qui brûle déjà à l'intérieur. Et dans cette maison silencieuse, des souvenirs longtemps enfouis commençaient à remuer. Et tous n'étaient pas doux. Silas sentit sa gorge se serrer, une douleur sourde s'installer dans sa poitrine. Il y avait longtemps qu'il ne s'était pas permis de se souvenir. La nuit tomba sur le ranch à flanc de colline. Le silence n'était rompu que par le chant des criquets et le vent qui bruissait à travers les volets en bois. Dans la petite chambre, Elliot était toujours fiévreux. Clara était assise à côté de lui, les mains tremblantes, changeant le linge frais sur son front. Ses yeux étaient assombris par l'inquiétude et l'épuisement. Elle avait perdu le compte du nombre de fois où elle avait pleuré depuis son réveil, mais elle savait que si Elliot ne s'en sortait pas, elle non plus. Sur le pas de la porte, Silas se tenait silencieusement. La scène devant lui était terriblement familière, une mère refusant de quitter le chevet de son enfant malgré sa propre fatigue. Clara jeta un coup d'œil autour d'elle. La maison était spacieuse, mais vide, à l'exception d'un unique cadre photo poli sur l'étagère, méticuleusement entretenu. Il contenait l'image d'une femme brune à l'air doux et d'une petite fille serrant un ours en peluche. Ce même ours était maintenant assis tranquillement sur une chaise voisine, usée et délavée. Clara se tourna vers Silas, sa voix contenue, « J'ai vu la photo de votre famille. Votre femme et votre fille sont magnifiques. Est-ce que ça les dérangerait si mon fils et moi restions ici cette nuit? Je peux partir immédiatement si c'est le cas. » Silas répondit lentement, évitant son regard, « Je vivais avec ma femme et ma fille, mais elles sont décédées suite à un incendie. On les a secourues, mais les brûlures et l'inhalation de fumée étaient trop graves. Elles n'ont pas survécu. » Alors que Clara s'enquérait de sa vie solitaire, les souvenirs ressurgirent, vifs et douloureux, comme s'ils s'étaient produits la veille. Ce jour-là, les flammes avaient englouti la maison en bois, projetant une lueur rouge orangée. Silas hurlait leur nom alors que les pompiers le retenaient. Une couverture anti-feu recouvrait un corps gravement brûlé,
transportée d'urgence dans une ambulance. À l'intérieur, Emily, sa femme, était encore consciente, lui serrant faiblement la main. « Si tu m'aimes, trouve une femme bien. Laisse-la prendre soin de toi. » Les portes des urgences s'étaient refermées. Malgré un traitement exhaustif par les meilleurs professionnels de la santé, elles étaient décédées quelques jours plus tard, laissant Silas seul au ranch avec un vide que rien ne pouvait combler. Clara resta silencieuse. Elle ne dit rien, se contenta de se détourner, serrant doucement la main de son fils. Mais ses yeux avaient changé. Plus lasses, plus craintifs. Au lieu de cela, ils contenaient une empathie sincère. Un coup à la porte ramena Silas au présent. Un homme plus âgé entra, une mallette médicale à la main. C'était Doc Horace Avery, un médecin militaire à la retraite qui s'était occupé de la femme et de la fille de Silas dans leurs derniers jours. Il examina Elliot avec efficacité, hochant la tête en signe d'approbation devant les soins de Clara. Se tournant vers elle, son regard s'adoucit. « Vous avez bien fait. Le garçon ira bien, grâce à vous. Il est resté conscient aussi longtemps grâce à vous. » Clara inclina la tête, ravalant la gratitude qui lui nouait la gorge. Doc Avery entra dans le couloir où se tenait Silas, les mains dans les poches, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà de la fenêtre. « Tu sais, » commença-t-il, « quand tu as appelé, j'ai cru que c'était pour une jument en train de mettre bas. Je ne m'attendais pas à une femme et un enfant. » Silas ne répondit pas. Doc Avery s'approcha, sa voix plus profonde. « Je t'ai vu faillir mourir avec elle, Emily et la petite Annie. Mais maintenant, je te vois vraiment respirer pour la première fois depuis. » Silas serra plus fort son manteau, sa voix rauque. « Je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne le cherchais pas. » Doc Avery posa une main ferme sur l'épaule de Silas, son regard inébranlable. « Elle n'est pas là pour remplacer qui que ce soit. Elle est là pour ramener à la vie la part humaine en toi. Si tu laisses le passé t'entraîner à nouveau vers le bas, cette fois, personne ne pourra t'en sortir. » Silas regarda en arrière vers la porte ouverte où Clara était assise, la tête reposant sur le lit, tenant toujours la main de son fils. Il y avait longtemps que sa maison n'avait pas résonné de voix humaines, mais pour la première fois, cela ne semblait pas intrusif. C'était assez silencieux pour que les émotions en lui s'agitent. Le feu peut tout consumeur, mais certains souvenirs et sentiments ne brûlent jamais. Personne ne sait quand les blessures guérissent vraiment, mais une maison remplie de voix, les pas d'enfants, c'est là que les fissures commencent à se refermer. Silencieusement, lentement, mais sincèrement. La lumière du soleil filtrait à travers les fins rideaux, projetant une lueur chaude sur les meubles vieillis que Clara n'avait jamais osé toucher auparavant. Sur la table de nuit, un cadre photo couvert de poussière représentait une famille de 3 personnes. À proximité, un ours en peluche délavé reposait sur un vieux fauteuil, témoin silencieux de l'enfant qui y jouait autrefois. Clara sortit de la chambre, faisant attention à ne pas réveiller son fils, pieds nus sur le plancher en bois frais. Elle observa tranquillement la maison, ordonnée mais dépourvue de vie. Chaque photo, chaque faible marque de craie sur le mur, semblait s'accrocher à un monde qui s'était tu depuis longtemps. Dans la cuisine, Silas préparait du café. L'arôme riche emplissait l'air immobile. Il entendit les pas de Clara mais ne se retourna pas, désignant plutôt la bouilloire d'eau chaude et une miche de pain sur la table. « Le café est prêt. Les œufs sont au four. Servez-vous. » Clara marqua une pause, puis hocha légèrement la tête. Elle n'avait pas l'habitude d'être traitée comme une personne, encore moins comme une invitée. Elle choisit une vieille tasse, se versa du café et s'assit tranquillement en face de lui, maintenant une distance respectueuse. Pourtant, l'atmosphère semblait moins tendue. Une visiteuse inattendue arriva vers midi. Mildred M. Cellin, la femme du shérif, une femme d'une 40aine d'années, robuste et aux yeux bienveillants, avait autrefois été infirmière à l'hôpital de la ville. Elle n'arriva pas les mains vides. Elle apporta un panier rempli de pâtisseries maison, de pommes fraîchement cueillies de son jardin, un pot de son propre miel et un cœur mûri par l'expérience et libre de tout jugement. Mildred frappa doucement 2 fois avant d'entrer, comme si elle savait que sa présence ne serait pas malvenue. Clara, prise au dépourvu, s'essuya rapidement les mains sur son tablier, mais Mildred sourit simplement. « J'ai entendu dire que nous avions de nouvelles têtes dans le coin. Je ne suis pas là pour fouiner, j'ai juste pensé. Dans cette ville, quand quelqu'un prend un nouveau départ, il ne devrait pas se sentir comme un fardeau. » Clara s'écarta, inclina la tête. Mildred posa le panier sur la table et s'assit à côté d'elle. Sans attendre d'invitation, elle versa du thé dans 2 tasses en porcelaine ébréchée et parla calmement. « Je connais Silas depuis qu'il était rasé de près. J'ai connu Emily, sa femme, et la petite Annie. Mon mari et moi l'avons aidé avec les arrangements après leur décès. Vous savez,
Après ce jour-là, Silas n'a pas quitté le ranch pendant toute une année. Clara resta silencieuse, mais ses yeux rencontrèrent lentement ceux de Mildred. Mildred le remarqua et hocha doucement la tête. Depuis la disparition d'Emily et Annie, Silas n'a laissé aucune femme inconnue entrer dans cette maison. Personne n'a eu la patience ou la douceur de lui faire ouvrir la porte. Mais vous êtes différente. Vous êtes restée. Pas par curiosité, pas par pitié. Peut-être que pour les étrangers, ce n'est qu'une coïncidence, mais pour moi, c'est un signe. Même une lueur d'espoir au milieu des flammes dans lesquelles il est piégé depuis 6 ans. Clara serra les mains sur ses genoux, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je lui suis reconnaissante, mais je ne pense pas être quelqu'un de spécial. J'essaie juste de survivre. Mildred sourit chaleureusement, ses yeux doux. Parfois, ce sont ceux qui ne se voient pas comme spéciaux qui aident les autres à trouver une raison de continuer. Elles restèrent assises ensemble, sirotant du thé dans la vieille cuisine, l'une avec un cœur autrefois brisé, l'autre recollant encore les morceaux du sien. Rien n'était certain, mais pour la première fois, Clara sentit que sa présence n'était pas un fardeau. Une nouvelle routine. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Clara et son fils avaient trouvé refuge au ranch. Aucun accord formel n'avait été conclu, mais les repas partagés, les lessives et les serviettes séchant sur le porche transformèrent leur séjour temporaire en quelque chose de plus permanent. Silas ouvrit la porte de la grange et entra lentement dans la cour. Clara marchait à côté de lui, les mains encore saupoudrées de farine. Ils ne souriaient pas, mais leurs pas semblaient plus légers. Le soleil du soir jetait une teinte dorée sur le vieux toit de la grange. L'odeur du foin se mêlait au craquement des poutres en bois et au claquement rythmé des sabots des chevaux, une mélodie familière. Silas désigna une petite selle accrochée près de la grange. Annie adorait monter le petit cheval qu'elle appelait Daisy. Sa meilleure amie. Chaque fois qu'elle montait, elle criait « Je vais être un cow-boy comme papa ». Clara gloussa, puis s'arrêta. Elle le regarda et remarqua un chapeau de cow-boy d'enfant, délavé et usé, accroché à une cheville en bois près de la clôture. Silas parla doucement, « Je n'ai partagé ça avec personne depuis 6 ans. Vous êtes la première. » Clara ne répondit pas, mais dans ce silence, Silas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La sécurité, le confort d'être cru sans avoir besoin d'explication. Au fil des jours, Clara et Silas commencèrent à changer, bien qu'aucun des deux ne le dît à voix haute. Clara devint moins réservée, son sourire revenant chaque matin alors qu'elle regardait Elliot jouer dans la cour. Ses blessures n'étaient pas complètement guéries, mais elles commençaient à cicatriser. Silas, autrefois l'ombre d'un homme, commença à s'ouvrir. Pour la première fois en 6 ans, il raconta de simples souvenirs d'Emily et de la petite Annie. Il parlait lentement, comme s'il réapprenait à partager, à nommer son chagrin. Clara écoutait. Elle n'interrompait pas, n'offrait pas de pitié, juste une empathie sincère. Elle avait entendu parler de la douleur de Silas par Mildred, mais maintenant, en l'entendant de sa bouche, elle en saisissait vraiment la profondeur. En vivant avec Clara et Elliot, Silas commença à redécouvrir l'essence de la famille. La maison, autrefois silencieuse, résonnait maintenant de voix et de rires. La cuisine se réchauffait de soupe mijotante et de l'arôme des produits de boulangerie. La table de la salle à manger, longtemps inutilisée, accueillait maintenant repas et conversations. Ils se tenaient ensemble au milieu de l'herbe murmurante et sous le coucher de soleil cramoisi. Ils ne parlaient pas de leur chagrin, mais tous deux ouvraient progressivement leur cœur. Et à ce moment-là, Silas réalisa qu'ils ne vivaient plus uniquement dans le passé. Ils ne l'appelaient pas amour, personne n'osait utiliser ce mot, mais leur présence quotidienne dans la vie de l'autre commençait à adoucir les souvenirs endurcis. Et lentement, leur cœur apprenait à faire confiance à nouveau. Clara commença à rester plus longtemps qu'elle ne l'avait initialement prévu. Bien qu'elle ne le dît jamais à voix haute, ses actions parlaient d'elle-même. Chaque matin, elle enseignait ses lettres à Elliot, faisait la lessive, préparait les repas, raccommodait de vieux vêtements et nettoyait des coins de la ferme longtemps oubliés. Ruby May, la voisine de 17 ans qui s'occupait souvent du jardin, commença à passer plus fréquemment. Elle aidait Clara à arroser les plantes et jouait avec Elliot alors qu'il retrouvait lentement son équilibre émotionnel. Mildred venait chaque semaine, apportant du pain fait maison et partageant des histoires chaleureuses et sinueuses. Un après-midi, pendant le déjeuner dans la confortable cuisine en bois, la pièce tomba dans le silence après le rire d'Elliot. Clara coupait du pain et Silas versait de l'eau quand Elliot demanda soudain « Monsieur Silas, pourriez-vous être mon papa ?» La pièce se figea. Clara se raidit, posa rapidement le couteau et caressa doucement la tête de son fils. « Elliot, ne dis pas ça. Monsieur Silas, il ne peut pas. »
Silas leva légèrement les yeux, toujours fixés sur le verre d'eau, mais Elliot continua, imperturbable, « Je veux juste que maman ait quelqu'un. Un bon papa comme Monsieur Silas. Il n'est pas méchant, il ne fait pas pleurer maman comme papa Charles. » Clara se tourna vers son fils, les yeux embués de larmes. Elle n'avait pas réalisé à quel point son petit garçon l'observait attentivement. « Tu n'aimes pas papa Charles ?» Elliot hocha la tête. « Je ne veux juste plus que maman souffre. Je sais qu'elle pleure encore la nuit. Je veux juste quelqu'un pour la faire sourire, comme quand elle parle à Monsieur Silas. » Silas entendit chaque mot. Il se leva, prit doucement la main d'Elliot et le conduisit à la table de coloriage près de la fenêtre. « Il y a une meilleure lumière ici. Vas-y, colorie. Plus tard, papa t'aidera à dessiner un cheval, d'accord ?» Ce n'était pas un accord formel, mais la façon dont Silas s'était désigné comme « papa » fit bondir de joie le cœur d'Elliot. Le garçon ne put cacher son sourire joyeux, ses yeux pétillants comme s'il avait découvert quelque chose de magique. « Papa! Maintenant j'ai un papa, et c'est le meilleur. » Clara, troublée, s'apprêtait à le corriger quand Silas revint, toujours souriant. Elle murmura, « Je suis désolée, il ne voulait pas. » Mais Silas l'interrompit doucement, « Ce n'est rien. Je suis heureux qu'il voie ça en moi. » Son doux sourire ne montrait aucune gêne. Clara resta silencieuse, mais quelque chose en elle s'adoucit. Clara resta assise, des larmes coulant silencieusement sur ses mains. Silas revint, lui versa un autre verre d'eau, où pour la première fois, il demanda « Vous ne m'avez jamais raconté ce qui s'est passé. Pourquoi étiez-vous, votre fils et vous, allongés au bord de la route ce jour-là » Clara le regarda dans les yeux. Silas parla lentement, sa voix calme mais sans insistance. « Si vous n'êtes pas prête, vous pourrez me le dire une autre fois. Mais si aujourd'hui est le jour, je suis là pour écouter. » Clara prit une profonde inspiration, puis elle commença à parler. Son histoire se déroula par fragments, comme une lame émoussée rouvrant une vieille blessure. Elle parla de Charles, un mari cruel qui manipulait les finances, infligeait des violences psychologiques et l'avait abandonnée après avoir tout pris. Leur mariage manquait d'amour. C'était une transaction prestigieuse où elle était traitée comme un bien matrimonial, vivant dans un manoir luxueux mais pleurant silencieusement sur le sol de la salle de bain chaque nuit. Elle raconta l'accident de voiture, ce jour où Charles l'avait appelé, la menaçant alors qu'il était ivre et hors de contrôle. Sa famille l'avait blâmé, prétendant que l'appel l'avait perturbé, mais en vérité, il roulait à toute vitesse tout en se disputant avec sa maîtresse via un kit main libre Bluetooth, un appareil retrouvé dans la voiture mais discrètement retiré plus tard des dossiers d'enquête. La famille de Charles, dirigée par Béatrice, l'avait publiquement diffamé dans les médias locaux, forgeant un récit selon lequel elle avait causé sa mort. Il l'avait dépeinte comme une épouse au cœur froid, infidèle, attendant la mort de son mari pour réclamer ses biens. Personne ne mentionna l'enregistrement de la caméra de bord, quelque chose que Clara n'avait jamais vu et qui n'avait pas été inclus dans les dossiers officiels. Un voisin proche lui avait murmuré plus tard que les images montraient Charles conduisant tout en se disputant intensément avec une femme au téléphone, et que les associés de Percy avaient échangé le kit Bluetooth avant l'arrivée de la police. Clara serra les poings, puis leva les yeux vers Silas, ses yeux remplis de larmes mais sa voix ferme. « Je ne suis pas parfaite, mais je n'ai jamais fait de mal à personne. » Silas était assis à côté d'elle, son regard inébranlable, comme un témoin, pas un juge. Clara continua, sa voix plus douce, comme si elle parlait à lui et à elle-même après des années de silence. « Ce jour-là, Béatrice m'a convoqué pour une résolution finale. Elle a dit que si je ne signais pas tous les droits de garde d'Elliot, elle me donnerait une dernière leçon. » Sa voix faiblit. Après une pause, elle expira et poursuivit, « Ils m'ont traîné hors de la voiture. Elliot a été bousculé, son bras a heurté un rocher. Je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu d'autre. Je sais juste qu'une fois parti, j'ai attrapé mon fils et j'ai couru. Pas le temps de prendre quoi que ce soit. Je pensais que si nous courions assez loin, assez vite, mais nous nous sommes effondrés juste à l'extérieur de leur quartier, sous le soleil de plomb. Personne n'a aidé, personne n'a ouvert sa porte. » Un long silence suivit. Clara essuya ses larmes et baissa la tête. « Et puis vous êtes arrivés. Sans bruit, sans pitié, juste en demandant « Avez-vous besoin d'aide ?» Silas cligna des yeux, réalisant pour la première fois que leur rencontre n'était pas un simple hasard. C'était un moment fatidique où un homme qui avait tout perdu avait trouvé quelqu'un en train de perdre espoir, et il avait choisi de ne pas se détourner. Clara serra les lèvres. « Je ne vous suis pas reconnaissante de m'avoir sauvé. Je vous suis reconnaissante parce que vous m'avez vue comme une personne, pas comme une ombre entachée par le scandale. Et cela m'a sauvée de disparaître entièrement. »
Silas écouta tranquillement. Il n'interrompit pas, n'offrit pas de réconfort. Il s'assit simplement à côté d'elle, comme un miroir silencieux, reflétant ce que le monde avait négligé. Dans la simple cuisine en bois, le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre, éclairant la table portant encore des miettes de pain et un verre d'eau. Clara reposa sa tête sur son bras, des larmes tombant sur son poignet sec, mais sa voix ne vacilla pas. Pour la première fois, quelqu'un voulait vraiment savoir. Et vous, qui écoutez, faites-vous une pause un instant? D'où venez-vous? D'une ville paisible ou d'un coin de rue animé d'une grande ville? Au milieu du chaos, ou peut-être de quelque part d'encore plus loin? Que ressentez-vous à l'intérieur? Une vieille blessure qui refait surface, un être cher qui est parti, ou juste la prise de conscience inattendue que vous avez vécu des moments comme ceux de Clara, incompris, poussé à bout, sans que personne ne demande ce qui vous est arrivé? Si vous pouvez prendre un moment pour partager ce que vous pensez, ressentez, ou ce que vous aimeriez dire à Clara si elle était votre amie dans la vraie vie. Béatrice Whitmore, après des semaines de silence, réapparut en ville avec son ton nonchalant habituel et ses lunettes de soleil omniprésentes. Elle visita le salon de coiffure, l'épicerie et même l'église, laissant derrière elle des murmures à chaque arrêt. Clara loge chez Silas, seule, depuis des semaines, utilisant son physique pour le piéger. Percy Langston ne resta pas en marge. Il souriait narquoisement chaque fois que le nom de Clara était mentionné. N'oublions pas qu'elle était la femme de Charles. Maintenant, elle apparaît juste au moment où Silas est vulnérable. Vous pensez que c'est de l'amour? C'est un coup monté. Les ragots se répandirent rapidement. Les employés de magasins commencèrent à regarder Clara différemment. Les salutations devinrent sèches ou disparurent complètement. Un jour, à la pharmacie, l'employé se détourna, feignant de ne pas la voir. Un boulanger lui jeta son reçu sans la regarder dans les yeux. Les enfants chuchotaient, les adultes l'évitaient. Quelqu'un afficha même une pancarte devant le portail de la ferme. Protégeons les hommes honnêtes des femmes intrigantes. Clara ne réagit pas, mais ses yeux s'alourdirent chaque fois qu'elle rentrait chez elle. Elliot commença à demander pourquoi les gens ne saluaient plus sa mère. Tu as fait quelque chose de mal, maman? Pourquoi tout le monde te regarde comme ça? Pourquoi ne veulent-ils plus te vendre de pain? Clara lui serra la main, souriant, mais son cœur se brisait. Elle ne savait pas comment expliquer que la méchanceté n'a pas besoin de raison, juste d'une opportunité. Un matin, sur la petite place de la ville animée par les acheteurs du week-end, Clara emmena Elliot acheter des fournitures scolaires. Elle entra prudemment dans le magasin général, les yeux lasses comme d'habitude. Des murmures commencèrent dans les coins, mais cette fois, Béatrice Whitmore apparut dans une robe rouge éclatante, lunettes de soleil sur le nez, avec un sourire moqueur. Béatrice s'approcha, barrant le chemin de Clara. Cette ville est petite, Clara. Les rumeurs se répandent plus vite que le vent. Juste quelques mots et les gens se souviendront de qui tu es. Clara répondit calmement, je n'ai jamais oublié qui je suis. Mais il semble que vous ayez peur que les gens vous oublient, alors vous devez le leur rappeler. Béatrice ricana, une dépendante, une ratée, exploitant la pitié d'un veuf. Je pense être assez objective. Clara la regarda droit dans les yeux, je n'ai jamais demandé la pitié de personne. Et si vous croyez vraiment avoir raison, vous n'auriez pas besoin de parler en public. Béatrice vacilla, son sourire s'estompant. La foule environnante se tut. Elliot agrippa la main de sa mère, levant les yeux, ça va, maman? Clara se pencha, lui caressant les cheveux, ça va, parce que je sais que je n'ai rien fait de mal. Béatrice se détourna, mais son ombre planait sur l'atmosphère tendue du marché. Clara sortit, la tête haute, sans arrogance ni amertume, mais comme une mère déterminée à protéger la vérité. Finn Morgan, un jeune journaliste de Chicago connu pour enquêter sur des affaires civiles, entendit parler des rumeurs. Il arriva en ville avec son appareil photo, son carnet et son flair journalistique aiguisé. Finn rencontra Clara, puis Silas. Il visita discrètement le cabinet juridique qui détenait autrefois les archives des transactions foncières et des investissements. Il découvrit une autre vérité. Charles Whitmore avait conspiré avec Percy Langston pour falsifier un transfert de terre, faisant perdre à Silas plus de 40 acres, environ 16 hectares, de prairies à foin des années auparavant. Clara n'en savait rien, mais cette révélation devint la clé pour laver son nom. Finn ne s'arrêta pas là. Il aborda Clara un après-midi pluvieux dans un petit café peu fréquenté au bout de la rue. Il posa son carnet sur la table et demanda « J'ai entendu beaucoup d'histoires, beaucoup de rumeurs, mais je n'écris pas sur la base de oui-dire. Je veux entendre la vérité de votre bouche. » Clara le regarda, surprise. Après un moment de silence, elle hocha la tête.
Si mon histoire peut aider quelqu'un d'autre à éviter d'être incompris comme je l'ai été, je suis prête à la partager. » Finn écouta attentivement. Il prit des notes à la main, sans enregistrer, démontrant sa confiance. À la fin de leur conversation, il se leva et serra la main de Clara. « Merci. Je ne ferai pas ça juste pour un article. J'irai jusqu'au bout pour que la vérité ait sa place. » À partir de ce jour, Finn fut plus qu'un journaliste. Il était quelqu'un qui rassemblait les fragments pour trouver une conclusion juste à une histoire déformée par le pouvoir et les préjugés. Clara rendit visite au shérif Amos Mcelin, le chef de la police de la ville, un après-midi tranquille au poste. Elle ne pleura pas, ne supplia pas. Elle déposa simplement une copie du rapport médical d'Elliot, plusieurs récits manuscrits des événements, et soutint son regard sans crainte, juste avec sérieux. Elle dit « Je n'ai rien à perdre, sauf mon fils. Et j'ai besoin que vous sachiez la vérité. » Le shérif Amos Mcelin, plus de 50 ans, grand, avec une voix profonde et des yeux expérimentés, ne crut initialement pas entièrement au récit de Clara. Il avait connu Charles, avait fait confiance aux récits présentés par Béatrice et Percy. Il avait reçu des plaintes d'habitants, pour la plupart fidèles à l'ancienne famille Whitmore, concernant des activités suspectes à la ferme de Silas. Amos hésita. Il savait que Silas était un homme réservé, mais sans reproche. Clara n'était qu'une femme abandonnée par son mari, son passé le rendait incertain. Puis Finn Morgan arriva. Le jeune journaliste aux cheveux en bataille et aux chaussures poussiéreuses n'exprima aucune émotion. Il laissa simplement un dossier, des copies de contrats falsifiés, des déclarations d'un ancien comptable et une procuration que Charles avait signée dans le dos de Silas pour légitimer la saisie des terres. « Elle n'a trompé personne », déclara succinctement Finn. « Le trompeur est mort, et ceux qui sont vivants gardent ce secret. » Amos ne dit rien. Ce soir-là, il était assis à la table de sa cuisine, la lumière projetant des ombres sur son visage ridé. Mildred, après avoir posé une tasse de thé, le regarda droit dans les yeux. « Tu as autrefois prêté serment à la justice. » Et la justice ne s'alignait pas sur les rumeurs. Le lendemain matin, le shérif Amos ajusta son chapeau, épingla son insigne et frappa à la porte de la ferme Whitmore. Pas pour interroger, mais pour écouter. Clara ouvrit la porte. Ses yeux portaient encore des traces de fatigue, mais cette fois, il n'y avait pas de peur. Pour la première fois, quelqu'un en uniforme se tenait du côté de la vérité. Et Clara, après tout, ne voulait plus être simplement protégée. Quelques jours plus tard, elle retourna au poste de police. Cette fois, ses pas étaient résolus, son regard inébranlable. Elle n'apporta pas seulement les documents de Finn, mais aussi un épais dossier de preuves qu'elle avait rassemblé elle-même, des photos du jour de l'accident de Charles, des messages menaçants de Béatrice, le témoignage d'une ancienne gouvernante qu'elle avait localisée grâce à un réseau de femmes victimes de violences dans un groupe caritatif, plusieurs enregistrements vocaux extraits de messages vocaux qu'elle avait conservés comme sa seule échappatoire au silence antérieur. Elle garda la tête haute, regardant directement Amos. « Je ne peux pas laisser mon fils grandir en pensant que sa mère a abandonné. Je ne laisserai pas les autres réécrire mon histoire avec des mensonges. À partir de cet instant, je me battrai pour ma vérité. » Amos regarda Clara longuement, puis il hocha la tête. Non par pitié, mais par respect. Cette fois, Clara n'était pas venue demander la permission, elle était venue revendiquer la vérité de ses propres mains. Ce soir-là, Silas était assis seul dans le salon. La pièce était sombre, éclairée uniquement par la lumière vacillante d'une lampe à huile. Dans ses mains, une vieille photographie, Émilie et la petite Annie souriant un jour ensoleillé. Derrière le cadre en verre se trouvait un monde qu'il n'avait pas osé revisiter depuis 6 ans. Silas regarda la photo, se parlant doucement. « Puis-je l'aider, elle et son fils ? J'ai endossé le rôle du père d'Elliot. Est-ce que cela vous rendrait triste, toi et notre fille ?» Il soupira, les yeux fixés sur le cadre. « Mais je ne peux pas me détourner quand je vois quelqu'un tomber, comme je l'ai fait autrefois. » Silas ferma les yeux, et du plus profond de lui, quelque chose comme une brise chaude s'infiltra dans son cœur. Comme si Émilie était là, souriant. Comme s'il entendait la voix de sa petite fille. « Tu n'es plus seul maintenant, n'est-ce pas, papa ?» Un après-midi, alors qu'une douce lumière du soleil baignait le porche de la ferme, une légère brise bruissait dans l'herbe sèche, transportant l'odeur du bois vieilli et du foin matinal. Clara ramassait le linge sur la corde à linge, ses mains encore humides d'eau savonneuse, quand le bourdonnement lointain du camion postal résonna du virage du chemin de terre. Elle sortit, se déplaçant avec une grâce habituelle. La boîte aux lettres en bois patiné grinça lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, des publicités froissées, une facture d'eau,
parmi elles, une épaisse enveloppe scellée d'une cire rouge foncée, portant le sceau du tribunal du comté de Shady Valley. Clara récupéra la lettre, son regard fixé sur le cachet rouge séché. Le vent cessa, le monde sembla s'arrêter. Ses mains tremblèrent alors qu'elle déchirait le bord du papier. Les mots imprimés en gras la transpercèrent, requête en garde d'Elliot Bennett, déposée par Vivian Whitmore, mère de feu Charles Whitmore. Motif: Clara Bennett jugée inapte à fournir un environnement stable à l'enfant. Clara resta immobile sous le soleil, son visage pâle. Elle serra la lettre, puis retourna tranquillement dans la maison. Dans le salon, Elliot dormait sur le canapé, les joues roses d'une sieste inachevée. Un petit pied dépassait de sous une couverture légère. À côté de lui, un verre de lait avait refroidi et un livre de coloriage était ouvert, des crayons éparpillés. Clara ne dit rien. Elle s'assit doucement à côté de son fils, le berçant comme s'il pouvait disparaître sans son étreinte. Elle baissa la tête, pressant ses lèvres sur son front, ses mains tremblantes, ses épaules tendues. « J'ai fui toute ma vie », murmura-t-elle, la voix étranglée, « mais cette fois, je ne reculerai pas. » Elle posa une main sur son cœur, sentant un rythme régulier, non de panique, mais de résolution. Elle n'était plus la femme abandonnée au bord de la route. Cette fois, elle se battrait. Du seuil de la porte, Silas observait en silence. Il venait de rentrer des écuries, son manteau poussiéreux, des gants en cuir à la main. Il ne parla pas. Il observait la mère et l'enfant, ses yeux reflétant quelque chose à la fois d'ancien et de profondément nouveau. Puis il entra, son regard se posant brièvement sur la lettre ouverte sur la table. Dans cette pièce silencieuse, aucun mot ne fut échangé, mais dans les yeux de Silas, dans le souffle retenu de Clara, et dans la petite étreinte d'Elliot, quelque chose avait commencé à changer. Personne ne tomberait à nouveau, et personne ne resterait seul. La bataille judiciaire. Quelques jours plus tard, au palais de justice du comté de Shady Valley, Clara apparut, les cheveux soigneusement attachés, le visage calme, les yeux clairs. Non par confiance, mais pour la première fois, armée de la vérité. De l'autre côté de la salle d'audience, Béatrice était assise dans un tailleur gris, les lèvres peintes d'une teinte discrète, la posture rigide, comme si elle commandait la scène. Derrière elle, Percy Langston, vêtu d'un costume cher, s'appuyant sur une canne en argent, le regard suffisant. L'avocat du plaignant commença par des accusations familières. Clara n'avait pas de résidence permanente, pas d'emploi stable, un passé d'instabilité et cohabitait avec un homme au statut juridique indéfini. Imprudente et irresponsable pour un enfant. Clara ne versa pas une larme. Elle se leva, présentant les preuves méticuleusement rassemblées pendant des nuits blanches, une évaluation psychologique confirmant sa stabilité, les dossiers médicaux complets d'Elliot, des journaux manuscrits détaillant les routines quotidiennes, les repas et les nuits passées à soigner des fièvres, des lettres d'anciens enseignants attestant de sa présence indéfectible à chaque réunion parents-professeurs. Elle parla peu, mais sa voix était ferme. Si être mère signifie refuser de fuir, je l'ai fait. Si cela signifie être aux côtés de son enfant quand personne d'autre ne l'est, je l'ai fait aussi. Et si cela signifie ne jamais lâcher prise, même lorsqu'on est jugé indigne, je n'ai jamais lâché prise. Puis vint Phil Morgan. Le jeune journaliste se leva, son carnet d'enquête à la main. Il demanda à élargir la discussion au-delà des finances, à des questions d'ordre pénal et éthique. Finn présenta des preuves qui jetèrent un lourd silence sur la salle d'audience. Le rapport d'accident de Charles Whitmore, vitesse du véhicule dépassant 110 miles par heure, soit environ 177 km/h, aucune trace de freinage, des relevés téléphoniques révélant une dispute animée avec une maîtresse, et non Clara, précédant l'accident, des enregistrements manipulateurs destinés à piéger Clara en cas de décès. Des témoignages d'une ancienne gouvernante sur les ordres de Béatrice d'exclure Clara du testament, de changer les combinaisons des coffres-forts et de détruire les lettres de Charles, des contrats fonciers frauduleux montrant le complot de Percy et Charles pour escroquer Silas de 40 acres, environ 16 hectares, avec la complicité de Béatrice, des enregistrements audio de Béatrice ordonnant au personnel, une fois que Clara perdra la garde, je récupérerai tout ce qui nous revient de droit. La salle d'audience était abasourdie. Béatrice pâlit, Percy commença à transpirer. Silas regarda Clara avec un respect nouveau. Quand Silas prit la parole, la salle retint son souffle. Il n'avait pas besoin de présentation. Silas Whitmore, héritier d'un vaste empire agricole, s'était retiré de la vie publique après une tragédie personnelle. Il s'approcha d'un pas assuré, modestement vêtu, dégageant l'aura d'un homme qui avait tout construit de ses propres mains et de son cœur. Il s'adressa directement au juge. « Je suis Silas Whitmore, propriétaire légal d'un ranch de 2400 acres, environ 970 hectares,
à Red Mesa, libre de dettes, avec des actifs dépassant les 30 millions de dollars. Un murmure parcourut la salle. Mais je ne suis pas ici à cause de la richesse. Je suis ici pour un garçon nommé Elliot, qui m'a un jour appelé oncle et un autre jour papa. Je n'ai remplacé personne, je n'ai rien forcé. J'ai simplement fait ce qu'un père devrait faire, protéger un enfant de ceux qui sont indignes. Les plaignants affirment que Clara Bennett est inapte. Sur quelle base? Ce sont eux qui sont coupables de fraude financière, de manipulation de contrats et de tentative de dépouiller une mère célibataire de ses droits. Clara manque peut-être de richesse, mais elle possède un courage et une bonté que je n'ai pas vus depuis des années. Elliot m'a appelé papa. Je n'ai pas besoin de validation légale pour cela. Mais aujourd'hui, j'exige que justice soit rendue. Finn Morgan remit des documents d'enquête fédérale à l'avocat de la défense, révélant l'utilisation par Percy Langston des fonds fiduciaires de Charles Whitmore pour du blanchiment d'argent par le biais d'actifs tiers, y compris les terres volées à Silas. Des représentants du gouvernement confirmèrent que Percy faisait face à des accusations fédérales pour fraude financière, article 1343 du titre 18 du Code des États-Unis, falsification de documents notariés, dissimulation d'actifs dans des litiges civils et complot en vue de manipuler des actifs successoraux. Enfin, Mildred, la femme du shérif, se leva. Sans note, parlant avec son cœur, Clara a survécu, non par chance, mais grâce à sa bonté. Je n'ai jamais vu personne s'accrocher à son enfant avec une telle détermination. Si Clara n'est pas jugée apte à être mère, alors personne ne l'est. Après avoir examiné tous les témoignages, le juge rendit son verdict sans longue délibération. Le tribunal statue que Clara Bennett restera la seule tutrice légale d'Elliot Bennett. Monsieur Silas Whitmore, possédant la stabilité financière, le caractère moral et la responsabilité requis, est reconnu comme le beau-père légal. La requête du plaignant est entièrement rejetée. Les autorités étatiques et fédérales poursuivront les enquêtes criminelles sur Monsieur Percy Langston et les parties associées. Béatrice et Vivian Whitmore étaient abasourdis, leur visage exsangue. Percy fut immédiatement menotté par des agents fédéraux, ses plans d'évasion contrecarrés. Tout ce que Béatrice et Percy avaient orchestré servait maintenant de preuve contre eux. La salle d'audience tomba dans un profond silence, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis Clara s'effondra. Avant que ses genoux ne touchent le sol froid en bois, Silas se précipita, la rattrapant dans ses bras. Son bras puissant entoura son dos tandis que sa grande main berçait doucement sa nuque, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Elle ne s'était pas évanouie, elle expira profondément, son corps relâchant le poids d'années de fardeau. Clara leva les yeux vers Silas, ses yeux rougis mais secs. Pour la première fois, son regard ne contenait ni peur, ni défense, seulement la vulnérabilité brute d'une femme revenue de l'abîme. « Je l'ai fait », murmura-t-elle, sa voix tremblant d'un rire doux, presque larmoyant. « Je n'ai pas abandonné. Pour la première fois de ma vie, je me suis défendu. Pour Elliot. » Silas ne dit rien. Il offrit un léger hochement de tête, sa main serrant doucement son épaule. Cet homme n'avait jamais fait de grandes promesses, pourtant il avait toujours été là, inébranlable, présent, digne de confiance. Clara posa sa main sur son cœur, sa voix frémissante. « Merci. Sans vous, mon fils et moi ne serions pas ici. Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous avez ravivé la part de moi que je croyais perdue. » Elle appuya son front contre son épaule, se permettant d'être vulnérable, non par peur, mais parce qu'elle se sentait enfin en sécurité. La salle d'audience resta silencieuse, non par choc, mais par profond respect. Ce n'était plus simplement une procédure judiciaire, c'était le moment où une mère célibataire récupérait sa vie, sa dignité et sa chance d'aimer à nouveau. Du dernier rang, Elliot sprinta vers eux. Silas lâcha un bras pour étreindre le garçon. Tous les trois se tinrent serrés, entourés de spectateurs silencieux, non par pitié, mais par honneur. Dans cette pièce, personne ne doutait qu'elle était une mère, qu'il était un père, et qu'ensemble, ils formaient une vraie famille. Le procès était terminé, mais pour cette famille, ce n'était que le début. Dans un monde qui avait autrefois été froid, des cœurs chaleureux avaient enduré, et à travers eux, les gens se redécouvraient, non pas comme des personnages d'une tragédie, mais comme des témoignages vivants de la plus belle vérité, la Renaissance. Cet après-midi-là, alors que les débats judiciaires se concluaient, une pluie fine commença à tomber, son odeur se mêlant à l'arôme de l'herbe sauvage, comme si elle nettoyait les vestiges d'un chapitre passé. Sur le chemin du retour, Clara resta silencieuse, mais ce n'était pas le silence de l'inquiétude. La maternité l'avait autrefois rendue vigilante, lui avait fait baisser la tête et lui avait appris à éviter la confrontation. Maintenant,
Elle était assise à côté de Silas, le dos droit, les yeux regardant par la fenêtre, sa main tenant fermement la petite main d'Elliot alors qu'il dormait paisiblement sur ses genoux. Ce silence ressemblait à une paix retrouvée. De retour à la ferme, le dîner fut préparé non par obligation, mais par partage. Silas essuya la cuisinière, Elliot lava les légumes et Clara, devant les fourneaux, faisait sauter le repas. Pour la première fois, elle ne cacha pas ses émotions en regardant Silas. Son regard était direct, sans fard, sincère. Le regard d'une femme qui avait appris à vivre authentiquement. Après le dîner, Silas sortit de la cuisine, tenant 2 verres de vin rouge, un léger pull en cachemire drapé sur ses épaules. Il tendit un verre à Clara, ses yeux calmes et stables. Pas pour se saouler, juste pour se souvenir que nous sommes encore en vie. Clara accepta le verre mais ne but pas. Elle le regarda profondément, directement, sans barrière. Je pensais que l'amour était un luxe, comme les belles maisons ou les robes que je n'osais jamais toucher. Elle prit une inspiration, sa voix s'adoucissant. Mais il s'avère que le véritable amour ne vient pas de quelqu'un qui a quelque chose à offrir, mais de quelqu'un prêt à s'asseoir à côté de vous quand vous n'avez rien. Silas posa son verre sur le rebord de la fenêtre, hochant doucement la tête. J'ai tout. Des terres, des actions, des voitures dans le garage. Pas de pénurie d'argent. Mais pendant 6 ans, j'ai vécu dans une maison de 4000 pieds carrés, environ 370 mètres carrés, où personne ne me demandait si j'avais mangé ce jour-là. Il se retourna vers Clara, son ton sincère. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je peux être vrai. Et depuis que vous êtes arrivés, cette maison, pour la première fois, semble vraiment vivante. Clara serra plus fort son verre de vin, ses yeux commençant à briller, non pas à cause du vin, mais parce qu'elle n'avait jamais entendu un homme parler de sa présence de cette manière. Pas comme quelqu'un ayant besoin d'aide, mais comme quelqu'un digne d'être là, telle qu'elle était. J'ai peur de l'amour, parce que c'est là que les gens peuvent se blesser le plus. Mais maintenant, je comprends. Le véritable amour, ce n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, c'est de trouver quelqu'un qui peut s'asseoir à côté de vous quand vous êtes brisé et ne pas s'en aller. Silas s'approcha, sans hâte, sans fanfare. Il tendit la main, un geste calme, assuré. Pas une demande en mariage, mais une promesse silencieuse. Clara regarda sa main. Pour la première fois, elle ne recula pas. Elle plaça sa main dans la sienne, et un sentiment de sécurité l'envahit. Non pas à cause de l'argent ou du statut, mais parce que pour la première fois, elle sentit qu'elle n'avait pas assez forcé d'être aimée. Ils s'assirent ensemble sur le fauteuil en cuir sombre près de la cheminée. Il n'y eut pas de baiser, pas de musique. Juste une douce soirée de printemps, le crépitement du bois et 2 personnes, ayant autrefois tout perdu, trouvant maintenant du réconfort l'une dans l'autre. Clara posa sa tête sur l'épaule de Silas, sa voix un murmure, la première fois qu'elle osait vivre sincèrement, « Tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as rappelé que je méritais de continuer à vivre. » Silas lui serra doucement l'épaule, son regard s'adoucissant. « Et toi, tu m'as fait croire que cette maison n'a pas besoin d'un autre tableau cher. Elle a besoin de rire et de quelqu'un pour allumer la lampe avant le dîner. » Quelques semaines plus tard, alors que les tempêtes s'étaient apaisées, Silas conduisit discrètement Clara et Elliot loin de la ferme, le long d'un chemin sinueux menant en haut de la colline, derrière les vieux pas. Au point le plus élevé se trouvait un petit cimetière serein où reposaient 2 tombes en pierre blanche, côte à côte, Emily Whitmore et la petite Annie. L'herbe sauvage avait été taillée par Silas. Un bouquet frais de fleurs sauvages, encore couvertes de rosée, y avait été déposé. Silas s'agenouilla devant la pierre tombale, retirant son chapeau. Il ne pleura pas. Il contempla longuement les noms gravés, comme s'il parlait avec son âme plutôt qu'avec des mots. Puis il posa sa main sur la pierre, sa voix étranglée mais ferme, « J'ai trouvé quelqu'un de digne, Émilie. Quelqu'un de courageux, qui n'abandonne pas, qui n'est pas prétentieux. Quelqu'un à qui je peux confier ta main dans la sienne, et tu n'auras plus à t'inquiéter de loin. » Clara se tenait silencieusement, mais pour la première fois, elle ne sentit pas qu'elle se tenait devant un grand passé exigeant la vénération, mais plutôt qu'elle était accueillie. Non pas comme une victime sauvée, mais comme une compagne invitée dans la vie d'un autre par sa propre force. Silas se retourna, se plaça devant elle et ne s'agenouilla pas. Il ouvrit simplement sa paume. À l'intérieur se trouvait une simple et élégante bague en platine, toute neuve. L'ancienne bague, je l'ai laissée à la main d'Émilie, car c'était une promesse pour les jours passés. Et celle-ci est pour les jours à venir. Si tu es prête. Clara hocha la tête, ne disant rien, mais ses yeux transmirent 1000 mots, « Je suis prête. » Non pas parce que je suis aimée, mais parce que je veux aimer à nouveau. Puis Clara s'avança. Elle se tint devant la pierre tombale,
tenant fermement la main d'Elliot. Une douce brise bruissait dans les pins derrière, l'odeur de lavande se mêlant à la douce lumière du soleil de l'après-midi. Clara inclina la tête, sa voix inébranlable, aussi ferme que la pierre. « Je sais que je ne peux pas vous remplacer. Mais si vous regardez de quelque part, j'espère que vous êtes en paix. Je n'effacerai pas les souvenirs de Silas et Annie. Je serai juste là pour lui quand il aura besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer, et je serai à ses côtés pour protéger Elliot pour le reste de nos vies. » Elliot serra la main de sa mère. Il regarda la petite photo gravée sur la pierre tombale, une petite fille souriant vivement avec ses parents, et murmura « Je prendrai bien soin de papa. Il ne sera plus seul, maman. » Leur mariage eut lieu dans le petit jardin derrière la ferme, où le printemps avait rendu verte même la terre autrefois stérile. Ruby May cueillit des fleurs, Mildred prépara le gâteau, Finn Morgan s'occupa de la photographie, et Elliot, dans un petit costume sur mesure, courait partout, rappelant aux invités de garder leur place, vérifiant le gâteau de mariage et arrangeant soigneusement les livres d'histoire qu'il avait confectionnés pour offrir à chaque invité. « Aujourd'hui, ma maman épouse papa Silas », cria Elliot dans le jardin. « J'ai officiellement une famille, comme dans les histoires. Mais ça, c'est une vraie histoire. » Clara regarda son fils, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Non pas d'émotion, mais de quelque chose qui se réparait dans son cœur. Pour la première fois de sa vie, elle se voyait comme une femme heureuse. La cérémonie fut officiée par le révérend Elijah Burns, le pasteur âgé de la ville, aux cheveux d'argent et aux yeux doux. Il posa ses mains sur leur tête, sa voix chaude et stable. Personne ne vit éternellement dans le passé, mais ceux qui savent avancer avec gratitude ont toujours un lieu paisible où retourner. Aujourd'hui, vous ne vous mariez pas pour commencer, mais pour continuer ce que vos cœurs ont compris depuis longtemps. Un après-midi tardif, alors que Clara désherbait le jardin, Béatrice Whitmore arriva. Sa robe était froissée, ses yeux caves, ses pas mal assurés. Pas de garde du corps, pas de lunettes de soleil, juste une femme épuisée faisant face au passé qu'elle avait autrefois assombri de ses propres mains. « J'avais tort », murmura-t-elle. « J'étais jalouse de toi, de la façon dont Charles te regardait. Et j'ai laissé l'envie me rendre cruelle. Je suis désolée de vous avoir chassé, toi et ton fils, de la vie qui aurait dû vous appartenir aussi. » Tante Vivian Whitmore envoie également ses excuses. Elle se sent indigne de vous faire face, à toi et à ton fils, mais elle espère votre pardon. Clara resta silencieuse. Elliot se tenait à côté de sa mère, agrippant l'ourlet de sa chemise. Après une longue pause, Clara hocha la tête. Non pas pour pardonner le passé, mais pour libérer le dernier fardeau de son cœur. Quelques semaines plus tard, Percy Langston fut condamné à 5 ans de prison pour fraude financière, manipulation de contrats et diffamation de citoyens innocents. Alors qu'il était menotté et conduit hors du palais de justice, toute la ville se tenait à l'extérieur. Personne ne parla, personne ne rit. Seule l'indifférence demeurait, comme si le mal n'avait plus d'endroit où s'accrocher. Un matin, Elsie Tate, la propriétaire de la vieille boutique de tailleur, frappa à la porte, tenant un rouleau de tissu brodé à la main. Le posant sur la table de Clara, pas de mots d'excuse, mais ses yeux s'adoucirent pour la première fois. En eux, des excuses silencieuses et sincères de quelqu'un qui avait appris le remords. Clara sourit doucement. « Je suis reconnaissante. Non pas parce que les gens ont changé, mais parce que je ne suis plus définie par le passé. » 2 ans plus tard, la ferme Whitmore, désormais affectueusement appelée le ranch du soleil levant, brillait sous le soleil de juin. La maison en briques rouges ne semblait plus vide. Chaque matin, des rires résonnaient de la cuisine, le grésillement de l'huile dans la poêle et de petits pas courants dans les couloirs. Dans une salle de classe aménagée à partir d'un ancien hangar à outils, Clara, dans une simple robe longue, les cheveux soigneusement attachés, écrivait les premières lettres au tableau noir. Devant elle étaient assis près de 20 enfants, pour la plupart issus de familles ouvrières de la région ou des enfants qui n'avaient jamais eu de scolarité appropriée. Elle se retourna, souriant gentiment. « Aujourd'hui, nous allons apprendre les lettres, mais plus important encore, nous allons apprendre à nous relever, même après une chute. » Chaque après-midi, Clara écrivait dans le journal de classe, non pas pour des rapports, mais pour se souvenir qu'elle avait autrefois été relevée, et que maintenant, c'était elle qui tendait la main. Elliot, maintenant âgé de 10 ans, était assis dans le salon, concentré sur la frappe sur le vieil ordinateur portable que Finn Morgan avait envoyé. Sa dernière nouvelle s'intitulait « L'homme qui plantait de l'herbe mais cultivait une famille ». Il l'imprima, la glissa dans un dossier et la tendit à sa mère. « Je veux que papa Silas la lise en premier. C'est le personnage principal. » Silas, désormais officiellement le père d'Elliot et le mari de Clara,
entra du jardin, berçant une petite fille endormie dans ses bras. Elle s'appelait Grace. Silas n'avait pas choisi ce nom par hasard. C'était une promesse à Emily, sa défunte femme, qu'il continuerait à vivre, pas seulement à exister. Grace était un cadeau du passé, envoyé dans le futur, une douce ponctuation à la fin d'une phrase remplie de chagrin. Grace avait les yeux gris cendrés d'Emily, le front déterminé de Clara et une petite bouche pincée qui semblait contenir leurs deux esprits. Clara plaisantait souvent, elle est le pont entre les deux femmes que tu as aimées et que tu aimeras toujours. Ruby May, la jeune fille de 17 ans qui avait autrefois aidé Clara à s'occuper d'Elliot lors de leur premier jour au ranch, avait été acceptée au programme agricole de l'Université d'État du Texas, avec une spécialisation en études herboristes appliquées. Le jour où elle reçut sa lettre d'acceptation, elle courut chez elle, sanglotant dans les bras de Clara, « Je l'ai fait. Parce que tu as cru en moi. » Mildred les étreignit toutes les deux, les yeux embués. Tout comme Clara l'a fait autrefois, quand personne ne croyait en elle. Un matin frais, Silas se tenait sous le porche, Grace blottie dans ses bras, regardant Clara accrocher le panneau « École communautaire Whitmore » sur le portail en bois. Il se tourna vers sa fille. « Tu sais, ta maman est la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Non pas parce qu'elle n'a peur de rien, mais parce qu'elle affronte ses peurs et pardonne. » Grace gazouilla doucement dans son sommeil. Elliot sortit en courant, tenant une pile d'histoires. « Papa. Maman. Je pense que je vais présenter mon histoire à un concours. » Finn dit qu'écrire avec le cœur, c'est suffisant. Clara étreignit son fils. Silas enlaça ses bras autour d'eux deux. Et là, sous le soleil doré de l'ouest, une famille autrefois brisée se tenait plus forte que jamais. Le temps passa, mais il n'effaça pas ce qui était réel. Chaque personne dans cette histoire portait ses cicatrices, choisissant de vivre avec elles comme des parties chéries de son voyage. Et des vieilles blessures, un nouveau monde fut réécrit avec bonté et vérité. La vie ne nous promet jamais l'équité, mais elle nous offre toujours le choix de décider comment nous nous relevons après avoir été terrassés. Clara Bennett était autrefois l'ombre d'elle-même. Une mère célibataire, blessée, calomniée, chassée du foyer qu'elle appelait autrefois sa famille. Mais au lieu de s'effondrer, elle se tint droite. Non par vengeance, mais avec résilience. Non pour vaincre qui que ce soit, mais pour se sauver, elle et son fils. Silas Whitmore, un homme riche hanté par son passé, autrefois convaincu que l'amour n'arrive qu'une fois dans une vie, ouvrit à nouveau son cœur. Non pas parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour remplir sa maison, mais parce qu'il avait besoin d'une raison de vivre sans culpabilité. Elliot, un garçon autrefois retrouvé inconscient au bord de la route sous un soleil de plomb, grandit entouré d'amour, de lumière et de la conviction que la famille n'est pas là où l'on est, mais là où l'on choisit de marcher ensemble. Ceux qui avaient semé la douleur firent face aux conséquences. Ceux qui se repentirent trouvèrent le pardon. Et ceux qui restèrent bons, même incompris et abandonnés, furent finalement récompensés par quelque chose de plus précieux que la justice, la renaissance. Ce monde ne manque pas d'obscurité, mais si vous êtes bon, honnête et courageux, même si cela prend du temps, la lumière viendra. Et quand elle viendra, elle n'illuminera pas seulement votre vie, elle guidera les autres qui sont perdus. Vous pensiez que l'histoire était terminée, mais en vérité, les histoires de bonté ne finissent jamais. Elles vivent dans la façon dont un enfant grandit et écrit des lettres à sa mère, dans la façon dont une famille autrefois brisée s'assoit encore ensemble à l'aube. 10 ans plus tard. Une lettre d'Elliot à maman. Le 12 mai. Mon 28e anniversaire. À la ferme Sunfield. La chambre avec la fenêtre orientée à l'est, où tu plaçais toujours un pot de lavande chaque matin. Chère maman, aujourd'hui, je suis assis ici, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les voilages, l'odeur des gaufres montant de la cuisine en bas, exactement comme dans mon enfance. Ma femme prépare du café, la petite Clara s'exerce à l'orthographe, et toi, tu es toujours toi. La première femme qui m'a appris que la famille, ce n'est pas là où l'on est, c'est là où l'on est aimé, n'est-ce pas? Je n'écris pas cette lettre pour une occasion spéciale. J'écris parce qu'après toutes ces années, il y a encore tant de choses que je veux dire. Des choses que j'étais trop jeune pour comprendre à l'époque, et trop hésitant à exprimer une fois que je l'ai fait. Je me souviens, quand j'avais 8 ans, les gens t'appelaient un fardeau, une briseuse de ménage, une femme dangereuse à éviter. Ils te regardaient comme si tu étais une tâche, et moi, la conséquence d'une erreur. Ils ne savaient pas que c'était leur préjugé qui nous a presque détruits. Tu ne te défendais pas, tu ne criais pas. Tu me serrais juste fort, tu essuyais mes fièvres, tu nettoyais chaque coin de cette maison inconnue avec des mains pleines d'ampoules, et tu disais toujours, ça va, tant que tu respires. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi tu ne te défendais pas.
Maintenant, je comprends. Tu n'avais pas besoin d'élever la voix parce que tu avais choisi la bonté. Et les gens bons n'ont pas besoin de crier pour être entendus. En grandissant et en allant à l'école, j'étais toujours le fils de la femme qui avait perdu la garde, qui avait autrefois gémi au bord de la route comme une mendiante. Mais je n'avais pas honte. Parce qu'à la maison, je te voyais m'apprendre à épeler avec de vieux livres, raccommoder des chemises déchirées avec une aiguille cassée, cuisiner de la bouillie avec des ignames déterrés du jardin, et toujours sourire. Tu disais, nous manquons peut-être de beaucoup de choses, mais nous ne manquons jamais de caractère. À 18 ans, je suis entré à l'université pour étudier la littérature. Tu as vendu ta vieille machine à coudre, le seul cadeau de mariage qui te restait, pour m'acheter un ordinateur portable d'occasion. Tu as dit, n'écris pas ma vie comme une tragédie. Écris-la comme une preuve. Tu ne voulais pas de pitié. Tu voulais être vu comme quelqu'un qui s'est relevé et a choisi d'aimer à nouveau, alors que tu avais toutes les raisons de haïr le monde. J'ai fait ce que tu as demandé. Et aujourd'hui, à la réunion des 10 ans de l'école communautaire Whitmore, je me suis levé et j'ai lu la première dissertation que j'ai jamais écrite sur toi. Ma mère était une femme chassée d'un monde bienveillant, mais elle en a construit un plus bienveillant en retour. Là, des enfants d'autrefois négligés ont appris à lire, à écrire et à croire qu'ils n'étaient jamais l'erreur de personne. Maman, Grace, ma petite sœur, a maintenant 10 ans. Elle est encore plus espiègle et intelligente que moi. Mais chaque fois que je lui demande « Qui aimes-tu le plus ?», elle te serre toujours le cou et dit « Maman, parce que tu es une super-héroïne. Tu as sauvé le monde et notre famille aussi. » Je souris juste, parce que même dans ces mots simples, elle a raison. Tu as sauvé le monde. Du moins, notre monde. Le mien, celui de Silas, et celui de tous les enfants autrefois abandonnés qui apprennent maintenant sous le toit de ton école communautaire. Maman, j'étais autrefois un enfant laissé au bord de la route. Mais aujourd'hui, je suis un homme debout au soleil, la tête haute. Tout cela grâce à toi. J'avais peur de te perdre, peur que quelqu'un t'emmène comme ils ont essayé de le faire autrefois. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Parce que tu m'as appris quelque chose que personne ne pourra jamais prendre. Le respect de soi, la bonté et le courage de ne pas devenir une victime, même blessée. Chère maman, s'il y a une dernière chose que je veux dire dans cette lettre, c'est ceci, merci. Pas seulement d'être ma mère, mais d'être cette âme bienveillante qui croit encore que la vérité trouve toujours sa voie. Si quelqu'un me demande à qui j'aspire à ressembler, je n'hésiterai pas. Je répondrai, je veux être une mère comme la mienne. Même si je suis un homme. Ton fils, celui que tu as sauvé de ta propre vie, et qui veut juste maintenant vivre digne de cet amour. Elliot Bennett Whitmore. Celui qui porte ton nom et en est fier. Elliot plia la lettre et la plaça dans un petit cadre en bois à côté de son bureau, à côté d'une photo de sa mère souriant au soleil à l'extérieur. Clara était assise sur un vieux banc en bois, tricotant une écharpe pour l'hiver à venir. Silas tenait une tasse de thé chaud, assis à côté d'elle. La petite maison, autrefois un abri, était maintenant un véritable foyer. Personne ne mentionnait la salle d'audience, personne ne parlait du passé. Mais dans chaque cœur, il y avait quelque chose de jamais oublié. La bonté les avait sauvés, la résilience les avait guidés, et la vérité, bien qu'autrefois enfouie, avait finalement été dite. Et si vous, qui lisez ceci maintenant, écoutez encore, vous sentez encore ému, restez encore en silence parce que quelque chose en vous résonne, alors peut-être êtes-vous la personne même à qui cette histoire était destinée. Si vous avez déjà pleuré sans être vu, si vous êtes déjà tombé sans main pour vous rattraper, si vous êtes déjà resté silencieux parce qu'il n'y avait plus personne en qui avoir confiance, alors s'il vous plaît, ne partez pas tranquillement. Partagez cette histoire. Non pas parce qu'elle est bien écrite, mais parce qu'elle est réelle. Non pas pour raconter l'histoire de Clara, mais pour vous rappeler que nous avons tous été un Clara, fragile, épuisé, mais luttant toujours pour avancer. Si vous avez une histoire encore non racontée, envoyez-la. Même si ce ne sont que quelques lignes, une cicatrice, une peur. J'écouterai. Non pas pour juger, mais pour marcher avec vous. Parce que peut-être vous, avec tout ce que vous avez gardé caché, êtes la lumière même dont quelqu'un perdu dans l'obscurité a besoin. Et si aujourd'hui vous n'avez plus la force de dire « ça va », alors laissez-moi, ou quiconque touché par cette histoire, le dire pour vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas tort.